Bonjour à toutes et à tous et aux autres aussi et bienvenue sur La Taloche, votre chaîne qui parle du catch qui claque. Aujourd'hui, on se retrouve dans un très gros podcast. On va parler des deux nuits de NXT TakeOver Stand and Deliver. La nuit 1 qui avait lieu le 7 avril sur USA Network et Peacock aux États-Unis et W Network partout ailleurs dans le monde. Et la deuxième nuit qui avait lieu le 7 avril sur Peacock et sur W Network dans le reste du monde, bien sûr. On s'attaque tout de suite, voilà, sans trêve de transition, sur le show. Comme d'habitude, vous savez, si vous écoutez les podcasts de cette chaîne, je regarde pas les pré-shows. C'est pas quelque chose qui m'emballe plus que ça. Et puis, déjà que le show principal en tout cas, fait quand même une bonne durée. Je vais pas non plus m'amuser à regarder 1h30 de plus. Voilà, donc, bien sûr, je peux vous parler, si vous voulez, de ce qui s'est passé dans le pré-show, même si je n'ai pas regardé, j'ai lu quand même les résultats, à titre de curiosité, j'imagine, comme beaucoup de gens. Zoey Stark a affronté Toni Storm et a remporté la victoire. Étonnante, Zoey Stark, je commence à beaucoup l'apprécier. Elle a débarqué à NXT il y a quelques semaines maintenant. Elle se recherche un peu, notamment en termes de personnage, mais sur le ring, c'est toujours très cool. Elle a un bon physique, elle est bien musclée comme il faut. Donc je pense que plus le temps va avancer, plus elle va se trouver en termes de personnage et plus ça va être cool. Dommage pour Toni Storm qui rive les épaules. Voilà, c'est pas grave. Toni Storm n'a pas forcément besoin non plus d'une grosse victoire. Et là on est sur un pré-show, donc c'est pas non plus quelque chose qui va l'enterrer. On s'attaque au show principal, la chose que bien sûr que vous attendez le plus ici. Le show principal qui s'est ouvert avec un magnifique match entre Pete Dunne et Kushida. Du coup l'anglais et le japonais s'affrontaient, c'était un match très cool. Bien sûr, on peut s'y attendre des deux, ça tordait des mains, ça tordait des bras dans tous les sens, c'était assez violent, j'ai beaucoup apprécié, les deux ont fait une très bonne performance, c'était très cool. Pete Dunne a quand même un programme dans la carte, Kushida aussi, même si Kushida a perdu pour la ceinture nord-américaine, il y a quelques semaines maintenant. Pete Dunne lui a perdu contre Finn Balor pour le titre à NXT, donc voilà, on se retrouve un petit peu dans un programme pour compléter, pour les mettre sur la carte, pour faire quelque chose d'eux, mais forcément c'est pas non plus la chose la plus incroyable du monde, mais en tout cas ça a été construit en amont et ça a déjà j'ai envie de dire, ça a déjà le respect d'avoir été construit en amont. Donc voilà, une victoire de Pete Dunne sur un bitter end après avoir claqué les doigts de Kushida. C'était très cool comme match. Franchement, je vous invite à aller le voir si vous l'avez pas vu. Très bon opener, ça met bien en jambes. Il dure pas très longtemps, il dure une dizaine de minutes à peine. Et ça fonctionne super bien, les deux ont une bonne alchimie. D'ailleurs, on pouvait s'y attendre, au vu du catch des deux. Ça semblait assez logique d'ailleurs d'avoir un bon match entre les deux. Mais voilà, Pete Dunne, qu'en est-il pour la suite? Forme physique assez incroyable, toujours ces derniers mois là, depuis son retour du côté de NXT, Pete Dunne est assez incroyable, physiquement c'est fou. Voilà, donc victoire de Pete Dunne. Pour la suite, je vous laisse faire vos pronostics en commentaire. Le deuxième match, c'était le Gauntlet match pour déterminer le challenger numéro 1 pour le titre de NXT. C'était 6 compétiteurs qui arrivaient, c'était un Gauntlet match assez classique, donc toutes les 3 minutes, officiellement bien sûr, vous connaissez WWE, ça s'est pas forcément passé toutes les 3 minutes directement. Voilà, c'était du coup toutes les 3 minutes, un nouveau compétiteur arrivait et on pouvait éliminer les adversaires en faisant soit le tomber, soit la soumission, jusqu'à qu'il n'en reste qu'un, un peu comme dans Koh-Lanta. D'ailleurs, grosse pensée à Aurélien, qui nous a quittés hier soir, dans Koh-Lanta. Du coup, les compétiteurs, je vais bien sûr le citer. Isaiah Swerve Scott, qui est du coup l'ancien Shane Strickland. Voilà, je commence à m'y faire, son nom Isaiah Scott. Là, en plus, maintenant, avec son heel turn, ça lui rajoute vraiment beaucoup plus d'attitude. Il a une entrée très classe, vraiment là. Enfin, on n'a pas vu son entrée parce qu'il a attaqué Leon Ruff. Mais en tout cas, tenue d'entrée très classe. Du coup, bien sûr, le deuxième compétiteur, Leon Ruff, l'ancien champion de NXT nord-américain, je la rappelle, bien sûr. Bronson Reed, Cameron Grimes, Dexter Lumis, et le dernier, c'était LA Knight, l'ancien Eli Drake, bien sûr. Je les ai cités dans l'ordre d'arrivée, tout simplement parce que, pour ceux qui n'ont pas suivi les derniers shows NXT, on a vu un match, encore une Battle Royale, où du coup les 6 derniers compétiteurs rentraient dans l'ordre de leur élimination, donc du coup ils ont été éliminés dans cet ordre-là. Le match a commencé avec une bonne performance de Isaiah Scott et de Leon Ruff qui sont bien mis sur la gueule,
C'est vrai que les deux ont entamé une rivalité ces dernières semaines, avant même de commencer le show, avant même de commencer la bataille royale qui déterminait les arrivées de ce match-là. Donc voilà, forcément, on commence avec les deux. Leon Ruff qui arrive et qui se fait attaquer directement par Isaiah Scott. D'ailleurs, il n'a même pas fait son entrée, il s'est fait jeter par Isaiah Scott sur la scène d'entrée. C'était assez cool de commencer un match comme ça, je m'y attendais pas, donc forcément, ça m'a directement mis dans l'ambiance. Les deux ont fait vraiment une bonne performance, ils ont un truc, hein, les deux. Hein. Leon Ruff, quoi qu'on en dise, hein, même si on peut dire que c'est un poids très très léger, je trouve qu'il fonctionne bien, voilà. Il dégage un truc, il dégage une sympathie qui fonctionne super bien. Et au contraire, Isaiah Scott déjà dégage une certaine envie de mettre des coups de poing, hein, quand même. Il a une bonne attitude, comme quoi ça marche bien. Bravo à lui pour son heel turn. Franchement, je m'attendais à rien du tout, hein, de son heel turn, mais ça a bien fonctionné, ça commence à bien prendre la mayonnaise, comme on dit. Donc du coup, j'ai hâte de voir la suite. Le troisième arrivé, c'était, si je ne m'abuse, c'était Bronson Reed, donc le Osidzilla, de son ancien nom, hein, quand il était en indépendant, Jonah Rock. Voilà, toujours le beau bébé, le poids lourd du côté d'NXT qui fait bien le travail. Voilà, je ne vais pas du tout vous faire du play-by-play. Vous commencez peut-être à avoir l'habitude sur la chaîne, je ne vous fais pas du tout du play-by-play. Je vous invite à aller voir les matchs si jamais vous ne les avez pas vus. En plus, là, on est quand même sur deux gros shows. J'allais dire un gros show, mais un gros show est allé en 2 nuits plutôt. On est pendant la WrestleMania Week, donc on consomme tous beaucoup de catch. J'imagine qu'on consomme aussi beaucoup de critiques pour un petit peu se placer, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Donc voilà, je vous invite à aller voir les matchs si vous les avez pas vus, même si je pense que vous les avez vus. Si vous les avez vus, n'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire vos avis sur chaque match, ça me fera extrêmement plaisir. Cameron Grimes qui arrive du coup en 4ème position. Bien sûr, Cameron Grimes avec pas son nouveau personnage, mais le fait qu'il ait gagné plein d'argent, donc maintenant c'est un mec blindé. Il en profite un petit peu d'ailleurs pour s'allier avec Isaiah Scott, qui paye, tout simplement, il le paye, voilà, il lui dit, écoute frérot, tu as un petit peu de fric, y a pas de souci, on s'allie tous les deux. Association d'ailleurs qui allait assez loin jusqu'à la trahison de Scott, mais ça a quand même très très bien fonctionné, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'on joue sur le fait que Cameron Grimes, du coup, soit désormais un mec riche, en tout cas dans l'histoire. Je trouve ça très très cool. Dexter Lumis, bien sûr, qui arrive. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas forcément, j'ai bien vu les critiques. Moi, je suis quelqu'un qui le suit depuis, je vais pas dire le début de sa carrière, mais en tout cas sa première apparition sur un gros show qui était à l'époque TNA Hardcore Justice. Il me semble que c'était Hardcore Justice 2011 même, ou 2012, en tout cas c'était l'un des deux. Voilà, chose assez marrante d'ailleurs, parce que ce week-end, du côté de Impact, on aura du coup le show Hardcore Justice, comme quoi... je fais pas exprès, mais j'arrive à trouver des liens entre tout, et c'est assez fabuleux. L'ancien Samuel Shaw, du coup, qui fait une bonne performance. C'est vrai que on commence à voir je vais pas dire les limites de son personnage, mais en tout cas les limites de son personnage du côté d'NXT. Voilà, on commence à avoir fait le tour. Lors de ce match, il a commencé, on va dire, une rivalité avec LA Knight, parce qu'il s'est associé avec d'autres catcheurs pour éliminer Dexter Lumis, qui était sans doute l'homme le plus dangereux sur le ring, en tout cas d'après leur jugement, j'imagine. Donc voilà, il s'est fait éliminer. Ensuite, il a attaqué LA Knight très rapidement, qui lui-même s'est fait éliminer également très rapidement après. Donc on commence une rivalité entre les deux. Je suis pas forcément partant pour cette rivalité, je vous avoue. LA Knight qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, qui va mettre clairement des mecs en avant. Hein. Il n'est pas là pour autre chose. Je pense qu'il le sait. Je pense qu'on le sait tous. Donc il va apporter le fait qu'il soit très bon déjà au micro. Hein. Il gère très très bien les promos. Et puis sur un ring, c'est jamais dégueulasse. Voilà, c'est pas non plus incroyable. C'est pas à quoi se claquer des culs par terre. Mais en tout cas, c'est jamais dégueulasse. Il l'a prouvé, je pense, lors de ce match. Hein. La plupart des gens n'auront sans doute pas grand chose à redire sur son in-ring. Mais voilà, on commence une rivalité entre Dexter Lumis et LA Knight. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez sur cette rivalité, ce qui peut se passer. Je m'attends pas forcément à quelque chose d'incroyable, mais quelque chose de très correct, surtout pour, on va dire, contenter les deux, en attendant d'avoir quelque chose, pourquoi pas, de plus sérieux. Mais voilà, pourquoi pas. C'était quand même assez cool. Du coup, le match a suivi son cours après ça, et on a une victoire de Bronson Reed sur un magnifique powerbomb suivi d'un big splash du haut de la 3ème corde. Toujours aussi impressionnant la finisher de Bronson Reed, qui prend vraiment une amplitude assez folle et qui arrive à rester safe, qui arrive à ne pas blesser son adversaire. C'est magnifique, bien joué, j'ai beaucoup d'ailleurs apprécié le final,
entre Scott et Reed. C'était très très cool. Donc voilà, Bronson Reed, nouveau challenger numéro 1, il affrontera dans la nuit 2 du coup Johnny Gargano pour la ceinture nord-américaine du côté de NXT. Le match suivant, c'était un match pour la ceinture de champion NXT UK et United Kingdom. Walter, le champion, l'un des plus grands champions, j'ai envie de dire, NXT UK. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté, même s'il n'y en a eu que 3. C'est quand même l'un des plus grands. En tout cas, c'est plus grand physiquement, c'est sûr. Qui affronte ce soir Tommaso Ciampa dans une réalité sortie d'on ne sait où. Je vous avoue que là, j'ai eu un petit peu du mal sur cette réalité. Je me suis dit, ça sort vraiment de nulle part. Bon, c'est forcément pour mettre un programme pour Tommaso Ciampa, qui stagne un petit peu depuis quelques mois, qui s'est allié à Thatcher d'ailleurs pendant quelques semaines, pendant quelques mois pour former une équipe, après leur rivalité tous les deux d'ailleurs, chose qui était particulièrement appréciable. Et du coup, Walter et Tommaso Ciampa qui s'affrontent pour la ceinture NXT UK. Il faut les mettre la ceinture en jeu apparemment, donc du coup on l'a mise en jeu. Mais voilà, sur la construction, c'est vrai que j'ai des choses à redire, mais sur le match en lui-même, j'ai rien à redire, parce que le match était excellent. Le match était un match de bourrin, voilà, ils se sont mis des claques. C'est dans ces moments-là où je me dis que la chaîne porte bien son nom, mais c'était très très cool. Tommaso Ciampa qui s'est enfin rasé les cheveux, j'ai envie de passer un petit moment sur ces cheveux-là, c'était pas possible. Ces dernières semaines, c'était pas possible, Tommaso Ciampa. On aurait dit un SDF, c'était pas possible. Le look, c'est important dans le catch, on le rappellera jamais assez. Donc merci à lui d'avoir fait l'effort de se raser les cheveux pour ce show. J'espère qu'il continuera à le faire pour le futur. Mais voilà, Walter qui arrive avec une entrée d'ailleurs incroyable. Une entrée digne d'un main eventer. Walter est clairement l'un des champions les plus dominants de l'histoire du catch nord-américain, j'ai envie de dire. En tout cas de la WWE, ça c'est sûr. Voilà, il a une prestance, il a une entrée incroyable, sa musique est folle, il a un charisme que je trouve tout dans la justesse. Voilà, c'est pas too much, c'est pas inexistant, mais on le ressent. Voilà, quand on voit Walter, je pense qu'on se dit, ok, le mec en impose un max et il peut faire très très peur. Quand on n'est pas fan de catch, en tout cas j'imagine qu'on peut se dire ça, et quand on est fan de catch, on se dit que le mec est surtout le ring général, et il l'a prouvé durant ce combat. Du coup, un combat bien sûr très stiff, très dur, les deux sont bien mis sur la gueule. Le moment d'ailleurs, il y a eu un moment que j'ai beaucoup apprécié avec Tommaso Ciampa qui porte des clotheslines à répétition pendant pratiquement 3 minutes, mais 3 bonnes minutes où il n'arrête pas de faire des allers-retours dans les cordes pour porter des clotheslines à Walter qui ne tombent pas. Voilà, c'est un petit moment que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me suis dit, putain, il renforce le truc. Et à ce moment-là, bien sûr, le but de la chose, c'est surtout de se dire comment est-ce que Walter il va sortir de ça, parce qu'à ce moment-là, Walter a été dans une impasse. Voilà, Tommaso Ciampa qui s'est bien concentré sur la main de Walter durant ce combat, donc forcément, Walter, c'est un peu son arme tout court. J'allais dire son arme forte, mais son arme tout court. Voilà, quand il donne un coup de main, la personne se prend une balle, littéralement. Donc du coup, on se disait comment est-ce qu'il va revenir sans sa main, et finalement il a réussi à trouver une parade en détruisant Tommaso Ciampa. D'ailleurs il s'est bien fait plaisir sur la nuque de Tommaso Ciampa, bien sûr. Si vous ne le saviez pas, Tommaso Ciampa avait été absent plusieurs mois à cause d'une blessure à la nuque, une blessure très importante qui d'ailleurs s'était répétée il y a quelques temps. Donc forcément on a joué également sur ça. Walter qui porte 2 powerbombs vraiment très très durs sur Tommaso Ciampa directement sur la nuque. Il n'arrive pas à faire le tomber suite à ça d'ailleurs, ce qui est censé être sa finisher principale en tout cas, même si Walter n'a pas forcément une finisher fixe, j'ai envie de dire. Et ensuite il porte un Half Nelson suplex, donc il porte directement par le haut du corps pour le jeter derrière lui, un peu comme une German mais sans prendre autour de la taille. Là tu prends directement autour du torse et du coup tu le jettes qui tombe directement sur la tête, et là on finit le match avec un magnifique chop, une grosse main directement sur le torse de Tommaso Ciampa. J'ai trouvé ça très très cool de finir sur un move comme ça, de finir comme ça. Walter il a toujours des fins de match très intéressantes je trouve, et surtout très différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça me rappelle beaucoup Nick Aldis du côté de NWA, qui finit la plupart du temps, c'est vrai, sur des petits paquets, mais qui n'a pas forcément de finisher fixe. Il a toujours des moves qui sont un peu plus recherchés que d'autres, des coups spéciaux, on pourrait dire, mais jamais de moves où on se dit allez, ça c'est sa finisher, c'est bon que c'est fini. Et Walter, ça me fait un peu la même chose. Au début, il avait son powerbomb qui finalement s'est avéré inefficace contre quelques adversaires,
Il a ensuite changé pour ce splash du haut de la troisième corde qu'il n'a pas effectué durant ce match, tout simplement parce que j'imagine que Bronson Reed dans le match d'avant, vu que c'est sa finisher, ça aurait fait un petit peu doublon. Mais là on finit quand même sur un Atemi qui est, on va dire, son coup le plus basique, le plus violent aussi, mais son coup le plus basique, donc j'ai vraiment apprécié cette fin de match très originale. Le match suivant, c'était un match pour déterminer les nouveaux champions par équipe de NXT. Danny Burch s'est blessé il y a quelques temps maintenant, quelques semaines. Du coup, il a dû rendre les titres par équipe vacants. Il était champion avec Oni Lorcan. Je vous avoue que ça m'a pas fait plaisir, parce que une blessure, ça fait jamais plaisir. Mais je me suis dit, c'est cool, parce que l'équipe de Danny Burch et de Oni Lorcan ne m'emballe pas du tout. J'ai pas trouvé que ce soit de bons champions. Ils n'ont pas forcément été mis plus en avant que ça. C'était surtout parce qu'il y avait Pete Dunne dans l'histoire, et surtout Undisputed Era et Finn Balor, mais eux en eux-mêmes n'ont jamais été forcément mis en avant comme une équipe très dominante. Donc forcément je me dis bon bah c'est pas grave qu'ils soient plus champions. Là on a un match avec 3 équipes qui pour le coup me plaisent toutes. C'était du coup MSK représenté par Wes Lee, l'ancien Desmond Xavier, et Nash Carter, l'ancien Once, Zachary Once, il me semble de son nom, qui affrontait du coup les Grizzled Young Veterans, Zach Gibson, Liverpool #1, Zach Gibson et James Drake. Et la dernière équipe, c'était Legado del Fantasma, les deux amis, les deux hommes de main de El Hero del Fantasma, j'allais dire, mais pas du tout, de Santos Escobar, désormais du côté d'NXT, depuis un bon moment d'ailleurs, il faut que je m'y fasse. Du coup, Joaquin Wilde, l'ancien DJZ, du côté d'Impact pour les plus anciens, et Raúl Mendoza. C'était un match du coup avec 3 équipes qui a très très bien fonctionné. J'ai senti quelques longueurs à des moments, on a enchaîné quelques spots effectivement, mais c'est le but du match. C'est d'avoir 3 équipes pour que ça soit rapide, fluide, dynamique, et ça a été le cas. Zach Gibson et James Drake qui étaient surtout là pour un petit peu, j'ai envie de dire, pas casser le rythme, mais redonner une certaine technicité dans ce combat-là. Et ça a très bien fonctionné. Les 3 équipes ont très bien fonctionné ensemble. Je pense que pour la plupart des gens, dont moi, la grosse surprise, ça a été Legado del Fantasma, qui n'était pas forcément une équipe réellement mise en avant depuis la création du clan Legado del Fantasma. Et du coup, on attendait ce match pour un petit peu plus se placer par rapport à eux, et ils ont fait un excellent match. Je suis pas étonné, les 2 catcheurs sont des très bons catcheurs, mais surtout, ils fonctionnent bien en équipe, et ils ont apparemment décidé de catcher également avec des prises en équipe, et ça c'est cool. C'est d'ailleurs un reproche que je ferai dans la nuit 2 pour un autre match, mais pour le coup c'était très très cool. Je suis pas très étonné de la victoire de MSK, qui remporte les ceintures par équipe, qui deviennent les nouveaux champions. Ils sont mis en avant clairement depuis leur arrivée il y a maintenant quelques mois. Il me semble qu'ils sont arrivés officiellement en janvier ou février maintenant, du côté de NXT. Il me semble que c'était février, début février. Donc voilà, ils remportent les ceintures assez rapidement. L'équipe fonctionne bien, l'équipe est dynamique, l'équipe est cool. Donc normal qu'elle remporte les ceintures. Les deux en plus catch par équipe depuis un bon moment, donc forcément l'alchimie est déjà présente. Il n'y a pas grand chose à faire du côté de NXT, ne serait-ce que trouver des nouveaux noms et trouver un nouveau nom d'équipe pour avoir les droits dessus. Mais sinon tout est déjà mis en place, donc forcément voilà, forcément la décision la plus juste, j'ai envie de dire. J'ai pensé à un moment effectivement que Zach Gibson et James Drake allaient remporter les ceintures pour qu'on continue sur des champions un peu heel, mais j'imagine qu'à la base le plan c'était que MSK remporte les ceintures, pourquoi pas même d'ailleurs sur directement Oney Lorcan et Danny Burch. Donc je trouve pas ça non plus si déconnant que ça. On va voir la suite pour l'équipe de MSK. Les Grizzled Young Veterans sont toujours dans l'équation, j'espère, parce que c'est une très bonne équipe, mais en tout cas très très bon match par équipe qui était très très cool. Le main event de la soirée, c'était Raquel Gonzalez et Io Shirai qui s'affrontaient. Io Shirai, la championne de NXT féminine, bien sûr, qui défendait sa ceinture pour le main event de cette nuit 1. C'était un match pas très long. On a l'habitude de NXT du côté des main events très longs, on le verra dans la nuit 2 juste après. Mais c'était un match qui a duré moins de 20 minutes. C'est étonnant de se dire ça du côté de NXT, moins de 20 minutes. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé que c'était, on va dire, 15 minutes très très bonnes, c'était très impactant, et surtout, c'était dans la logique de ce qui était raconté depuis le début de leur rivalité il y a quelques semaines maintenant, où on a une Raquel Gonzalez qui est dominante, qui est super forte physiquement, qui arrive à mettre à balle Io Shirai, qui est, je le rappelle, la meilleure catcheuse de la planète, il faut quand même le noter.
Et voilà, je m'attendais pas, à aucun moment je m'attendais à un match technique, et c'est pas ce qu'on a eu. On a eu un match très très bon, même si Yoshirai a forcément apporté ce côté bon in-ring, ce côté un peu plus dynamique, très très bonne. Mais le fait que la victoire revient finalement à Raquel Gonzalez grâce à sa force physique, voilà, qui a fait la différence. Donc du coup c'est une histoire qui était très très bien racontée, à aucun moment ça m'a perdu, et je suis très très content d'avoir vu ce main event, et surtout cette victoire de Raquel Gonzalez, qui est une catcheuse que je suis depuis très longtemps maintenant, parce que je suivais à l'époque Rhea Ripley, donc je suis un très grand fan. Je pense que la plupart des gens qui écoutent les vidéos le savent, mais je suis un très très grand fan de Rhea Ripley, et Raquel Gonzalez était, je sais pas si elle l'est encore, sa meilleure amie, comme disait Laurie à une époque. Et du coup, forcément, je suivais sur les réseaux sociaux ce que publiait Rhea Ripley, et il y avait toujours Raquel Gonzalez qui était avec elle, qui à l'époque, elle, n'avait pas fait ses débuts, donc je la connaissais depuis avant même ses débuts. Il me semble d'ailleurs qu'elle a participé au Mae Young Classic, je ne sais pas si c'était le deuxième ou le premier, il me semble que c'était le premier, où elle avait ce personnage un petit peu de Texane super forte. Mais voilà, c'était super cool. Bien sûr, le spot qui m'a choqué durant le visionnage et qui je trouvais très cool, c'est le fameux saut de Yoshirai de la rampe d'entrée, de ce crâne d'entrée, directement sur Raquel Gonzalez en contrebas, qui était très très haut. Hein. Il faut l'avouer, c'était très très haut. On a de la chance qu'il n'y a pas eu de blessés sur ce coup. Mais voilà, c'était un spot très impressionnant. Et la victoire de Raquel Gonzalez était elle aussi très impressionnante. On a eu d'ailleurs, premièrement, un one-hand powerbomb à l'extérieur du ring sur Yoshirai. Elle l'a porté d'ailleurs de manière très safe. Donc c'était quand même très cool de sa part. Hein. Raquel Gonzalez est très safe dans ses moves. C'est vrai qu'on peut se dire, bon, à des moments, ça c'est pas très bien, mais il faut quand même pas oublier que c'est quand même une catcheuse qui est pas non plus là depuis très très longtemps, et surtout avec ce physique-là, ça doit être quand même un peu plus difficile de gérer sa force. D'ailleurs, Nia Jax devrait sans doute prendre des cours. Io Shirai, du coup, qui s'impose après avoir essayé de reprendre l'avantage avec son... je ne sais pas comment ça s'appelle ce move, hein, cette coup de la paume là directement dans le visage, mais Raquel Gonzalez rebondit dans les cordes et lui porte une close line de l'enfer, une lariat, appelez ça comme vous voulez, vraiment elle la décapite, et ensuite elle porte bien sûr son one hand powerbomb pour le tombé final, et je suis très content de cette victoire de Raquel Gonzalez. On finit bien la nuit 1, on a ensuite bien sûr le traditionnel feu d'artifice pour célébrer la nouvelle championne, Io Shirai, qui a l'air déboussolé. J'imagine que le programme va continuer encore, au moins durant quelques semaines, voire quelques mois, autour de la ceinture. Et ensuite, Io Shirai ira faire un tour peut-être du côté du main roster, même si j'avoue que j'ai pas hâte. Vous savez un petit peu ce que je pense du main roster, hein, j'en parle pas du tout, donc vous imaginez bien ce que ça veut dire. Mais voilà, Io Shirai, je le rappelle, c'est la meilleure catcheuse de la planète, donc s'il vous plaît, faites attention à ce que vous faites. Déjà Asuka, c'est difficile de regarder encore Asuka sans voir tout le mal qui a été fait avant, bien sûr. Donc, s'il vous plaît, Io Shirai, faites un effort, faites-nous plaisir, s'il vous plaît. On attaque la nuit 2 directement, voilà, sans aucune transition, ou presque. On attaque directement la nuit 2, si les notes veulent bien fonctionner. Le kick-off, je vous l'ai dit, bien sûr, je ne l'ai pas regardé, c'était Drake Maverick et Killian Dane qui affrontaient Breezango, une victoire de Drake Maverick et de Killian Dane, qui apparemment ont désormais un nom d'équipe qui s'appelle The Fury and the Fury. Je comprends pas le jeu de mots. Si vous l'avez, dites-le en commentaire, parce que moi je l'ai pas du tout. Victoire du coup de Drake Maverick et de Killian Dane, que j'apprécie particulièrement. J'aime beaucoup cette équipe. Je trouve qu'ils ont vraiment une bonne alchimie, puis en plus ces deux se connaissaient déjà d'avant, donc pour le coup ça fonctionne très bien, même si c'est plus comédie qu'autre chose. Breezango, Breezango, voilà, ils sont là pour ça, j'ai envie de dire. On n'est plus forcément sur une mise en avant totale, mais tant que ça leur convient, fin de carrière plutôt coolos du côté des deux. Le show principal a commencé directement avec le match pour déterminer le champion indisputé du titre poids léger, du titre cruiserweight, dans un match de l'échelle. C'était Santos Escobar, l'ancien El Hijo del Fantasma, comme j'ai dit plus tôt, qui affrontait Jordan Devlin, l'Irlandais, qui du coup affrontait un très très bon combat de l'échelle, qui a très bien fonctionné pour débuter le show. 18 minutes, très très bonnes, ça a très bien fonctionné, les deux ont été bien mis en avant. Santos Escobar a réussi également à se mettre en avant, même dans le fait qu'il se prenait des moves, parce qu'il réagissait bien, voilà, il interagissait, pas forcément avec la foule ou avec la caméra, mais il se faisait comprendre. Donc du coup, on avait une certaine interaction avec lui, quand il sortait ses cabrones et autre chose, je trouvais ça très très drôle. Donc ça a très bien fonctionné avec moi. Jordan Devlin qui a fait également une très très bonne performance. C'était très très cool, un bon match de l'échelle.
Forcément le fait d'ailleurs que Shawn Michaels ait un petit peu dit aux deux de partir sur ce match m'a fait penser, je pense un peu comme tout le monde, à l'époque de HBK et de Razor Ramon pour déterminer le vrai champion intercontinental. C'était un peu ça le même principe, hein, c'était la référence, j'ai beaucoup apprécié, c'était très cool. Les deux matchs, enfin les deux compétiteurs ont été très très bons, ils se sont pris des coups assez violents, ils sont très bien enchaînés. J'ai pas forcément de reproches à faire sur ce match-là. Joaquin Wilde et Raul Mendoza sont intervenus. C'est vrai que, bien sûr, ils étaient dans l'équation, il fallait s'y attendre. Mais je vous avoue qu'à leur arrivée, je me suis dit, ah, c'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage qu'ils soient là. Mais forcément, ils sont là pour un petit peu faire reprendre l'avantage à Santos Escobar, qui se faisait dominer. Victoire de Santos Escobar après ce magnifique coup de boule directement sur Jordan Devlin du haut de l'échelle, qui tombe sur une autre échelle en contrebas qui explose littéralement. Le move est impressionnant. Bien sûr, Santos Escobar choqué, il sait pas à ce moment-là ce qu'il doit faire, mais il en profite bien sûr pour décrocher les 2 ceintures, pour devenir le champion indisputé. Très très bon match. Voilà, je l'ai dit, j'ai pas forcément d'analyse plus poussée à faire que ça, je vous avoue, parce que c'est un match de l'échelle, donc il y a de la violence, les mecs se balancent à travers les échelles, les deux forcément, vu que c'est des poids légers, font des moves depuis le haut des échelles, magnifique d'ailleurs, Moonsault de Jordan Devlin depuis le haut de l'échelle, le tout haut de l'échelle, sur Santos Escobar. Voilà, les Spanish Fly aussi depuis les échelles, c'était magnifique, c'était super bien joué, donc bravo aux deux. Jordan Devlin du coup qui finit ce match dans un état assez déplorable, je sais pas du tout si c'est pour l'écarter autour de titre ou totalement de NXT. Je sais que voilà, il y a eu quelques histoires autour du mouvement Speaking Out maintenant l'année dernière, qui apparemment pour lui ont été réglées de manière légale, je le rappelle. Mais voilà, forcément, on a encore une image de Jordan Devlin un petit peu entachée. Si la WWE a pris le risque de le reprendre, c'est qu'ils pensent en tout cas qu'il n'y a plus un sans faire sur ça. Mais voilà, la fin de match, en tout cas, me fait douter. Je me dis, est-ce que retour du côté de NXT UK pour lui, un petit peu comme une sorte de punition, j'ai envie de dire, hein, ou est-ce qu'on va l'écarter pendant un moment et qu'il va revenir fort? Je ne sais pas du tout, mais en tout cas... merci aux deux pour cette prestation et merci pour cet opener. Le deuxième match, c'était un match pour les ceintures par équipe féminine du côté d'NXT. Ember Moon et Shotzi Blackhearts, les championnes bien sûr, depuis qu'elles ont pris la ceinture des mains de Raquel Gonzalez, la nouvelle championne d'NXT, je le rappelle, et Dakota Kai. Cette fois, ce soir, elles affrontent The Way, Candice LeRae et Indi Hartwell dans un match que, je vous avoue, je n'ai pas trouvé foufou. Le match, je l'ai pas trouvé fou, j'ai trouvé très déconstruit. J'adore pourtant toutes les catcheuses présentes, même si j'avoue que j'ai un petit peu du mal avec cette coiffure de Shotzi Blackhearts. Mais j'ai trouvé en tout cas le match très décousu. Voilà, on enchaînait souvent avec une catcheuse qui prend l'avantage sur l'autre. Il y a eu quelques erreurs également de changement sur le ring, avec une catcheuse qui n'était pas forcément légale, qui portait le tombé, des choses comme ça. Je sais que c'est un petit détail pour la plupart des gens, mais moi ça me dérange beaucoup, surtout quand je suis le cours de l'action. Et du coup je me dis, bah attends, c'est pas elle qui a le droit de le faire. Mais bon, c'est qu'un détail, je chipote un peu, on pourrait dire. Moi c'est important, ce genre de choses est importante. Et voilà, le match, je l'ai trouvé très déconstruit dans sa construction, tout simplement. Très déconstruit. Voilà, Indi Hartwell qui enchaîne à des moments, ça casse un petit peu le rythme. Et pourtant le match a duré que 10 minutes. Et je l'ai pas trouvé long, attention, je l'ai pas trouvé long, j'ai trouvé surtout déconstruit, ce que je dis. Mais ça a quand même bien fonctionné sur moi. Ember Moon et Shotzi Blackhearts qui remportent quand même la victoire sur Candice LeRae et Indi Hartwell. Indi Hartwell qui fait une bonne performance. Voilà, elle fait pas non plus la performance du siècle, mais elle assure grave bien. C'est l'important, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la jeune, la novice de toute cette équipe, de ces deux équipes. Et ça fonctionne très bien. Candice LeRae elle joue très très bien son côté heel. Voilà, plus le temps passe, plus je trouve qu'elle est à l'aise avec ce personnage et ça fonctionne bien. Ember Moon et Shotzi Blackhearts, c'était le problème que j'ai eu, enfin le problème dont j'ai parlé dans la nuit 1 avec le match par équipe, c'est que Ember Moon et Shotzi Blackhearts n'ont pas de move en équipe, ou pratiquement pas, peut-être un ou deux, mais ils n'ont pas de move en équipe. Donc forcément, moi ça m'a un petit peu déçu d'ailleurs, c'est peut-être aussi ce qui fait que j'ai trouvé ça très déconstruit, c'est que les deux équipes n'ont pas de move entre elles deux. Donc forcément on enchaîne avec des moves en solo qui essayent de se positionner pour que la personne enchaîne ensuite, mais jamais deux réels moves ensemble, à part d'ailleurs la finisher, j'imagine que c'est la finisher en tout cas de Candice LeRae et de Indi Hartwell. Indi qui projette, il me semble que c'était Shotzi dans les cordes,
et qui la soulève comme un flapjack, donc elle soulève par les jambes pour la porter encore plus haut qu'elle, et Candice LeRae qui arrive derrière pour la ramener directement la tête au sol, pour la mettre directement sur le sol, directement la rabattre dessus. C'était un move très très cool, mais c'était peut-être le seul move que j'ai vu par équipe de tout ce match, enfin des deux équipes de tout ce match, et forcément je me suis dit c'est dommage de ne pas avoir de move. Shotzi Blackheart qui nous a fait encore une frayeur durant ce match là, mais un peu comme régulièrement de sa part, avec ce suicide dive, qui d'ailleurs pour le coup n'est pas vraiment de sa faute, ce suicide dive directement à l'extérieur sur Candice LeRae et Indy Hartwell, qui ne la rattrape pas, donc elle se ratame la tête la première directement sur la barricade. Heureusement, plus de peur que de mal. Mais voilà, une victoire d'Ember Moon et Shotzi Blackheart après un Eclipse de Candice LeRae, d'Ember Moon sur Candice LeRae et Indy Hartwell. D'ailleurs, le Eclipse qui n'était pas très bien porté, ça glissait un petit peu, faudra peut-être mettre des gants peut-être pour pas trop glisser. Et Shotzi qui d'ailleurs enchaîne avec son Sunton directement depuis la 3ème corde sur Indy Hartwell. Le Sunton il est violent, par contre là pour le coup il est très très bien porté. Donc voilà, les deux qui gardent leur ceinture par équipe. J'ai envie de voir des nouvelles équipes, j'ai envie de voir de l'évolution. Pour l'instant on est sur un début quand même de ceinture, donc forcément on prend son temps, on établit les deux équipes, et les futures équipes d'ailleurs aussi comme des challengers. Donc pour l'instant ça prend son temps, je suis pas déçu. Forcément on est qu'au début, donc forcément il y a encore des imprécisions. Et pour le coup, voilà, j'ai surtout hâte de voir la suite parce que je trouve que cette division par équipe déjà de NXT est très très bonne, mais que la division par équipe peut être elle encore plus bonne parce qu'on peut mettre beaucoup de catcheuses, même si je vous avoue que comme de partout, j'ai envie de voir des équipes qui ont une réelle alchimie, une réelle construction, donc on verra ça les prochaines semaines. Le match suivant, c'était le match pour le titre nord-américain. Johnny Gargano, toujours accompagné de son Austin Theory préféré, qui défendait sa ceinture contre Bronson Reed, qui avait gagné bien sûr le match la nuit dernière, le Gauntlet match. Voilà, c'était un match honnête. Je vais pas forcément m'attarder sur ce match-là, parce que c'est pas non plus le match que j'ai trouvé le plus dingue. Je trouve le match très cool, mais un match assez classique, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que c'est un bon main event de show hebdomadaire. Voilà, j'ai envie de dire que c'est un bon main event de show hebdomadaire. Les deux enchaînent bien, Johnny Gargano continue sur son personnage de heel qui fonctionne très bien. Le fait est que Bronson Reed, bien sûr, c'est le gros gabarit qui met à mal Johnny Gargano. Les deux ont une super bonne alchimie. Johnny Gargano, c'est l'un des meilleurs catcheurs de la planète, pour moi. Faut que je le précise à chaque fois apparemment, mais pour moi, c'est l'un de mes catcheurs favoris de tous les temps. Et Bronson Reed, voilà, il continue à gravir les échelons, même si, du coup, il ne remporte pas cette victoire, que Johnny Gargano conserve sa ceinture avec son Slingshot DDT, qui est un move d'ailleurs très très cool. Voilà, vraiment depuis qu'il a cette move en fini, je trouve ça très très cool. Et Bronson Reed qui du coup arrive pas à faire la différence malgré le fait qu'il a quand même dominé une grosse partie du match. Il est quand même bien mis en avant. Donc voilà, le taf est fait, je m'attendais pas à moins, je m'attendais pas à plus. J'ai eu ce que je voulais. C'était très cool, 16 bonnes minutes, peut-être un poil long, peut-être, mais alors c'est vraiment pour chipoter. Mais sinon le match était en lui-même très très honnête. Le titre NXT était remis en jeu par Finn Balor, le champion, le Prince Finn Balor, remettait sa ceinture en jeu contre l'ancien, en tout cas l'un des anciens champions NXT, Karrion Kross, excusez-moi, petit truc dans la gorge, Karrion Kross du coup qui voulait mettre à mal Finn Balor pour récupérer sa ceinture qu'il n'a officiellement jamais perdue. C'était un match très cool et surtout une bonne promo d'avant-match qui est surtout très bien construite. J'avais pas forcément fait gaffe avant, je voyais un petit peu un parallèle entre les deux, mais avant la promo d'avant-match, j'avais jamais vraiment fait gaffe. C'est vrai que, pardon, excusez-moi, c'est vrai que Karrion Kross a gagné la ceinture NXT des mains de Keith Lee, je le rappelle, cet été, et s'était blessé à l'épaule, donc du coup il avait dû rendre sa ceinture dès la semaine d'après, il me semble. Et Finn Balor, lui, avait remporté le titre universel en 2016, je ne sais plus. 2016, oui, contre Seth Rollins, et s'était déboîté l'épaule, il avait dû rendre sa ceinture le lendemain. Donc c'est vrai qu'on a un parallèle assez naturel qui se fait entre les deux. Pas voulu, hein, mais assez naturel. Et du coup, forcément, Finn Balor a pris la ceinture après NXT et Karrion Kross est revenu un petit peu pour se dire écoute, c'est ma ceinture, donc maintenant tu vas me la rendre. Une bonne réalité, très simple sur la construction, mais qui fonctionne parfaitement bien pour moi. D'ailleurs, la chose qu'on pourrait se dire à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce que Finn Balor, après avoir perdu le titre universel, quand il est revenu de blessure, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu défier directement le champion? On ne saura jamais.
ou alors peut-être qu'il l'a fait, mais que c'est pas aller plus loin. Mais voilà, bonne construction entre les deux. Le point négatif que j'ai, qui est un énorme point négatif, ça m'a vraiment fait trop bizarre, c'est la tenue de Karrion Kross. Qu'est-ce qui s'est passé là du côté d'NXT? On a essayé de donner du caractère un petit peu à Karrion Kross, j'imagine, mais ça fonctionne pas. Voilà, là on dirait Spartacus. C'était très bizarre. C'était très très bizarre, ce truc en cuir avec ces petites manchettes là sur les bottes. Là, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris. Too much. Hein. Il y avait peut-être une idée, mais c'était encore à travailler. C'était peut-être pas le moment, hein, de le mettre totalement. Voilà, c'était 17 minutes. Le match a duré 17 minutes. C'était violent. On s'attendait pas forcément à autre chose de la part des deux. Ça a très très bien fonctionné. Karrion Kross est dangereux. Il le montre durant ce match, même si il faut l'avouer quand même qu'il reste très stiff, très safe envers Finn Balor. J'ai vu des matchs de Killer Kross à l'époque qui étaient quand même beaucoup plus violents. Mais ça fonctionne très très bien. Finn Balor, d'ailleurs, qui commence bien le match avec ce côté un petit peu arrogant qui provoque Karrion Kross, qui le prend de haut. Qui a ensuite très bien joué pendant tout ce match-là. C'était très bien joué. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Le match est terminé après avec un coup de grâce de Finn Balor qui est directement contré avec un sleeper hold de Karrion Kross. Et ensuite, on enchaîne Finn Balor au sol. Voilà, on lui met des petits coups d'avant-bras directement sur la nuque pour l'évanouir. On le tabasse. On finit avec une Doomsday Plex d'une violence assez folle quand même. Hein. Il tombe directement sur la nuque avec le corps qui bouge plus que la nuque. Et finalement, on termine avec ce coup, ce running forearm smash directement sur la nuque. Il faudrait que je m'y fasse, hein, cette finisher de Karrion Kross que je trouve pas forcément des plus exemplaires, même si là, elle a été très bien portée d'ailleurs. Je tiens quand même à le noter, elle a été très très bien portée sur Finn Balor qui tombe directement au sol et du coup, forcément le tomber. Et la victoire de Karrion Kross qui récupère sa ceinture d'NXT, qui devient le nouveau champion, officiellement 2 fois champion NXT, ce qui est quand même à noter, hein, c'est assez rare. Du côté de NXT d'avoir 2 fois un champion, en tout cas qui gagne 2 fois la ceinture mondiale. Voilà, c'était un match très très cool. Je sais pas du tout qu'est-ce qui va être la suite pour Finn Balor. La logique voudrait qu'il remonte, j'allais dire qu'il monte, mais qu'il remonte dans le roster principal. Finn Balor, s'il est bien traité, c'est quand même une perle. Le mec est bon en tout, en tout cas pour moi, toujours. Finn Balor est bon en tout, même si on pourrait dire qu'il a un gabarit assez petit, assez poids léger, en gros. Mais tout fonctionne. Quand il est en heel, ça fonctionne magnifiquement bien. Quand il est en face, on peut réussir à le soutenir aussi parce qu'il a quand même une tête quand même de mec qu'on a envie de soutenir. Sur le ring, c'est toujours propre, net, aucun problème. Charisme, tout. Le mec a le total package, il a le X-Factor, comme on aime bien dire, du côté du catch. Donc voilà, Finn Balor, qu'en est-il pour lui pour la suite? Sincèrement, j'ai envie de le voir dans le roster principal, même si on s'inquiète toujours forcément quand quelqu'un monte dans le roster principal. Mais voilà, j'ai pas envie qu'il stagne du côté de NXT, j'ai pas forcément envie d'avoir une revanche avec Karrion Kross, j'ai envie que Karrion Kross passe à autre chose. On le verra après d'ailleurs avec la personne qui remportera sans doute le match d'après, se positionnera sans doute bien. Mais voilà, Karrion Kross champion NXT, je sais que beaucoup de gens ne l'apprécient pas particulièrement, le trouvent pas forcément charismatique, le trouvent pas particulièrement bon sur un ring. Je peux comprendre ces critiques, c'est vrai qu'en termes de charisme on a fait mieux, on a fait également pire, mais on a fait beaucoup mieux. Et sur le ring, il faut l'avouer quand même que depuis qu'il est du côté d'NXT, il est très safe, il est très très safe. J'imagine qu'on lui a demandé de faire attention quand même parce que le mec a un bagage de base, hein. Je rappelle qu'il a quand même fait des arts martiaux et qu'à n'importe quel moment il pourrait briser la nuque de n'importe qui sur un ring, donc il fait quand même très attention. C'est louable, c'est très louable, mais voilà, il faut quand même renforcer ce côté violent qui fait d'ailleurs tout le charme, je trouve, de Killer Kross et du coup de Karrion Kross maintenant, qui forcément ne joue pas que sur son entrée particulièrement travaillée, sa femme particulièrement belle aussi, mais il faut quand même que sur le ring ça soit un peu plus impactant, et surtout cette tenue, il faut faire quelque chose, soit il faut l'enlever, soit il faut la modifier de manière qu'elle ne rende pas ridicule, parce que là j'ai trouvé, je vous avoue, un petit peu ridicule. Voilà, c'était pour le titre NXT, du coup, on a hâte de voir la suite autour de cette ceinture. Le main event de la soirée, c'était un main event particulièrement long, il a duré 40 minutes quand même, on se croirait dans un match de Triple H. C'était un match unsanctioned, du coup bien sûr il pouvait tout se passer, la WWE n'était pas impliquée. On l'a vu avec des petits détails, le fait que d'ailleurs l'arbitre soit habillé en noir et que les cordes soient revêtues de scotch noir également. Voilà, on met une ambiance qui fait en sorte qu'on soit un petit peu dans le Fight Club, voilà. Kyle O'Reilly qui affrontait Adam Cole,
autour de cette histoire, bien sûr, de Undisputed Era qui est finie. Adam Cole qui a trahi son ami, qui a trahi ses amis, après qu'ils soient devenus des bisounours, d'après lui. C'est une histoire qui a pas réussi forcément à m'embarquer. Hein. J'ai trouvé ça très, je vais pas dire forcé, mais très étrange de le faire de cette façon-là. Je trouvais ça un petit peu rapide. En tout cas dans l'histoire, hein, cette trahison d'Adam Cole. Mais je peux comprendre que des gens apprécient, parce qu'on est autour des Undisputed Era, qui est l'un des plus grands clans de la WWE, de l'histoire de WWE, j'ai envie de dire, parce que c'était vraiment en tout cas un clan très très bon. Kyle O'Reilly qui s'est positionné ces derniers mois, ces dernières semaines, également comme un catcheur solo très dangereux. Après ses matchs avec Finn Balor, hein, ça a très très bien fonctionné. Donc forcément on pouvait s'attendre à du très très bon catch. Et je vous avoue que également là j'étais un petit peu déçu. Ne serait-ce que la durée du match que j'ai trouvé vraiment trop long. Je pense vraiment pas que les rivalités, surtout les gros main events, ont besoin d'autant de temps pour être pertinents. Le fait est que Adam Cole et Kyle O'Reilly, c'est quand même deux très bons catcheurs, mais vu l'histoire qu'il y a autour les deux, je m'attendais pas à du catch in-ring proprement parlé. Je m'attendais à de la violence, je m'attendais à des gros coups de pied directement dans la gueule, mais je m'attendais pas à un match avec une performance in-ring incroyable. Heureusement que c'est pas ce qu'on a eu, mais le match était quand même très décousu. Et il faut l'avouer, voilà, on passait de gros spots à prise en main, à gros spots, à prise en main, ça a duré, voilà, ça a duré, ça m'a pas forcément plu. Si le match a été raccourci en 10 minutes facile, je pense vraiment que j'aurais plus apprécié le match que ça. Là j'ai trouvé ça très très long, j'ai pas forcément trouvé ça très pertinent non plus, voilà. La fin du match m'a beaucoup plu, franchement les 10 dernières minutes m'ont vraiment convaincu, mais le reste avait vraiment du mal à m'accrocher, voilà, ça avait du mal à m'accrocher. Il y a eu des trucs très intéressants, hein. Le fait de la guillotine avec la chaîne était très cool, mais tout le reste de l'utilisation de la chaîne n'était vraiment pas pertinente. À quel moment une chaîne qui est prise en figure 4 leg lock fait mal? Ça fait pas mal. À un moment, Kyle O'Reilly met la chaîne autour du bras d'Adam Cole pour lui porter un cross armbar, ça fait pas plus mal avec une chaîne. C'est des choses qui auraient pu être évitées si ça avait été réellement, je pense, beaucoup plus réfléchi que ça en amont. Là, il y a beaucoup de choses qui tombent à plat, et où je me dis, les armes sont pas bien utilisées, donc la violence n'est pas bien desservie en fait. Et ça a été mon cas à peu près pendant tout le match. Excusez-moi. Ça a été mon cas pendant à peu près tout le match, où j'ai vraiment pas compris à certains moments pourquoi ça se passait comme ça. Adam Cole qui va chercher une caisse à outils à l'extérieur et qui va chercher... pardon, excusez-moi. Qui va chercher une clé à molette. Et il essaie d'attaquer Kyle O'Reilly qui se défend. Et ensuite Adam Cole met un gros coup de pied dans la tête et il jette la clé à molette. Pourquoi? Tu avais du coup l'occasion de l'utiliser juste après, mais tu la fais pas. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de moments où ça m'a perdu, où le match m'a perdu ma sortie du match en fait, hein, clairement. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage, parce que je m'attendais... déjà que l'histoire en elle-même m'a pas forcément emballé, donc je m'attendais au moins à une bonne performance sur le ring pour ce main event. D'ailleurs c'était pratiquement sûr que ce soit le main event, ça c'était pas vraiment un problème non plus. Mais je m'attendais à quelque chose d'autre à ce main event. Il y a aussi un détail qui peut-être joue pas beaucoup, je sais que certaines personnes dans le milieu considèrent que c'est une hérésie, mais les deux sont venus en tenue de catch. C'est peut-être con, hein, mais quand moi j'entends stipulation unsanctioned, donc je me dis que les mecs vont soit venir en tenue civile, soit vraiment en mecs qui sont venus pour faire la bagarre. Là ils viennent en tenue de catch, en tenue de performeur, j'ai envie de dire, alors qu'on n'est pas censé venir pour faire une performance. On est censé venir pour se mettre sur la gueule, et ça n'a pas été, pour moi en tout cas, bien maîtrisé durant ce match-là. Et du coup, à plusieurs reprises, ça m'a sorti du match. Quand même, tout n'est pas acheté, attention à mes propos. J'ai beaucoup apprécié certaines choses, j'ai beaucoup apprécié le neckbreaker directement sur la chaîne, ça aussi c'était super cool. Les situations de la chaise aussi, des chaises, étaient très bien foutues, c'était très très cool. Et le spot à l'extérieur, où du coup on a Kyle O'Reilly qui porte un guillotine choc sur Adam Cole, et Adam Cole qui se jette sur la rampe d'entrée qui cède sous leur poids. Je trouvais ça très très cool, c'était super cool, et surtout c'était très violent. Les deux catcheurs n'ont pas d'autre chose pour se rattraper, donc ils tombent directement sur le métal, et ça s'est ressenti. Adam Cole est sorti directement avec la main en sang, mais pour moi à ce moment-là c'était vraiment le moment où il fallait accélérer la chose.
Déjà, je suis pas forcément fan des blowjobs, donc le fait qu'on se fasse saigner volontairement. Mais pour moi, à ce moment-là, Kyle O'Reilly aura dû saigner du visage pour apporter encore plus de dramaturgie. Je sais que des fois c'est un petit peu too much du côté de NXT la dramaturgie, mais pour moi là ça aurait été pertinent. Et qu'à partir de ce moment-là, on enchaîne sur quelque chose d'un peu plus rapide, d'un peu plus conséquent pour terminer le match beaucoup plus rapidement, parce que c'est un gros spot quand même. Mais ça n'a pas été le cas. Juste après ça, Adam Cole c'est le seul qui saigne parce qu'il s'est râpé la main, j'imagine, donc voilà. Il récupère Kyle O'Reilly en détruisant le décor, ça c'était aussi très très cool. Et ensuite, il va faire son brainbuster sur les marches en acier. Là, je me suis dit, bon, là, Kyle O'Reilly se prend encore un coup. Ça fait plus de 5 minutes qu'il se fait dominer, donc on sent qu'il va revenir dans le combat. Et Adam Cole enchaîne, et forcément, voilà, il se fait avoir par le coup dans les parties de Kyle O'Reilly. Je commence à perdre ma voix, donc on va vite terminer cette vidéo. Il prend un coup dans les parties par Kyle O'Reilly, et ensuite, Kyle O'Reilly profite pour faire son knee drop, donc sa descente du genou, avec cette chaîne qui encore une fois n'est pas bien posée. Voilà, il essaye de la tenir autour de son genou, mais elle glisse, donc malheureusement voilà, c'est pas bien. Mais le spot final m'a bien plu, parce que je trouve que c'était très, encore une fois comme le match de Walter, c'est une fin où on peut se dire c'est pas une finisher, mais c'est un fin qui termine quand même sur un gros coup. Et après avoir pris autant de trucs dans la gueule, c'est normal qu'on se termine là, parce que les mecs en pouvaient plus. C'était très très cool. Le fait aussi que Adam Cole frappe l'arbitre, parce que l'arbitre n'arrête pas de lui dire de pas faire ça, alors qu'il a le droit de le faire. Et du coup, après, il s'en mord les doigts, parce qu'il n'arrive pas enfin, il porte le tombé, mais du coup, il n'y a plus d'arbitre pour faire le compte. Je trouvais ça aussi très pertinent, parce que c'est forcément pertinent par rapport à l'histoire qu'il nous a racontée. Même si je vous ai dit, je suis pas forcément des plus grands fans de l'histoire, ça m'a pas forcément emballé, mais ce qui s'est passé là était logique par rapport à l'histoire, par rapport au fait que Adam Cole soit considéré comme le connard de l'histoire, le mec qui essaie de profiter et qui considère que ses potes sont devenus en gros des bisounours. Le fait qu'il attaque l'arbitre pour dire que, voilà, que c'est lui qui choisit, c'est lui qui fait, et qu'après il se mord les doigts, j'ai trouvé ça très très pertinent, même si pour moi ça aurait peut-être dû être fait plus tard dans le match. Mais voilà, le match en tout cas, comme je dis, était peut-être un petit peu trop long. La finalité est quand même qu'une victoire de Kyle O'Reilly, qui, je le pense, d'ailleurs, va se positionner très rapidement comme challenger pour le titre NXT. Un Karrion Kross Kyle O'Reilly, ça peut être un très très bon match en main event. La suite pour Adam Cole, je sais pas trop. Je vous avoue, je me passe pas forcément de questions pour Adam Cole, parce qu'il il repart en civière directement, et Kyle O'Reilly qui part dominant, même si en partant sur la rampe, ça se voit qu'il est pas blessé au sens physique du terme, mais surtout moralement, par le fait que l'un de ses meilleurs amis l'ait trahi, qu'il soit en arrivé jusqu'ici, jusqu'à ce match, pour pouvoir régler leur compte. Et du coup, c'était quand même une fin que j'ai trouvé très très sympa, même si le match en lui-même, comme je vous ai dit, ne m'a pas plus emballé que ça. Voilà, on s'arrête sur cette critique sur les 2 nuits de NXT TakeOver Stand and Deliver. J'essaie de faire un petit peu plus rapide, hein. J'aurais pu m'étaler sur plus d'1 heure, mais j'essaie de faire assez conséquent, assez limpide dans ce que je disais. N'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, vraiment votre avis sur les 2 nuits, sur les matchs particulièrement qui vous ont peut-être intéressé ou qui vous ont peut-être sorti également. Dites-moi sur le main event, hein, si jamais ça vous a fait le même effet. N'hésitez pas également à partager, commenter et liker pour soutenir la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour la critique de WrestleMania en 2 nuits. Toujours, hein, également, on est toujours sur 2 nuits du côté du WrestleMania Weekend. Et ensuite, on se donnera rendez-vous sans doute pour le prochain gros show, sans doute Rebellion du côté d'Impact. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, si jamais. Et on est toujours fiers d'être fan de catch. Bisous.